bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi aux associations qui se sont jointes à l'initiative du DiploWeb. J'espère que vous consultez tous de façon régulière le DiploWeb, dont j'ai vu, je peux le dire, la montée en puissance depuis sa création il y a maintenant plusieurs décennies. Et effectivement, ce soir, le sujet dont j'aimerais vous entretenir, c'est dans le fond la relation qu'entretient la diplomatie française, c'est-à-dire les représentants de l'État, avec les 2 millions ou 2,5 millions de nos compatriotes qui vivent en dehors des frontières de l'Hexagone, mais aussi de nos départements et territoires d'outre-mer. Alors d'où m'est venue cette idée? En fait, elle m'est venue du travail précédent que j'avais fait sur les diplomates français qui avaient donné naissance à ce livre Ethnographie du Quai d'Orsay. Je m'étais rendu compte finalement, notamment dans mes travaux de terrain dans les ambassades, qu'il y avait un vrai sujet autour des questions consulaires et que finalement c'était un sujet qu'on traitait très peu. Et évidemment, les questions consulaires, ça renvoie aussi à la relation avec les Français de l'étranger, pas seulement, parce que c'est aussi la délivrance des visas, donc c'est aussi un objet de diplomatie. Mais en tout cas, j'avais le sentiment que bien du temps, bien des ressources étaient quand même consacrées par nos consulats à la relation avec nos compatriotes expatriés, et c'est cela que j'ai essayé de comprendre. Alors ça m'intéressait aussi parce que quand on travaille sur la diplomatie, on ne pense pas forcément à travailler sur la relation entre les diplomates et les acteurs nationaux. Par définition, un diplomate, dans la conception même de son travail, il est censé travailler avec l'extérieur, avec l'étranger. Sauf qu'à l'étranger, il retrouve parfois l'intérieur, il retrouve parfois les citoyens nationaux. Dans les courants actuels de la recherche, j'insiste pas trop là-dessus ce soir, mais un mot quand même, on dépasse très largement aujourd'hui l'étude de la diplomatie consulaire pour aborder celle que l'on appelle la diplomatie des diasporas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travaux qui sont consacrés aujourd'hui dans la littérature scientifique à la manière dont les États d'origine utilisent leur diaspora pour essayer de développer de l'influence, finalement. Voilà. Et je me suis posé la question aussi de savoir si, dans le cas français, on pouvait voir l'émergence d'une diplomatie de diaspora à côté de la diplomatie consulaire traditionnelle. Et je dirais un mot là-dessus. Tout à l'heure, Pierre m'invitait à pointer quelques faiblesses. Je pense que justement, une des faiblesses de la diplomatie française, c'est peut-être de ne pas savoir utiliser suffisamment les talents, les succès des Français de l'étranger, qui sont aussi des portes d'entrée pour faire le travail d'influence diplomatique. Alors d'abord, diaspora, vous vous rendez compte aussi qu'on ne l'utilise jamais pour ce qui est des Français à l'étranger. On l'utilise pour les communautés étrangères en France. Voilà. Moi, j'ai décidé de parler de la diaspora française. C'est un choix que j'assume. Ça serait intéressant de creuser un peu plus le pourquoi de cette absence. Je pense que c'est tout simplement parce que, dans le fond, historiquement, la France ne se pense pas comme un pays d'émigration. Elle se pense comme un pays d'immigration, mais pas d'émigration. Et c'est vrai d'ailleurs que lorsqu'on regarde les grands flux du XIXe siècle,
à l'exception des territoires qui étaient ce que l'on appelait à l'époque les colonies, il n'y a pas eu énormément d'émigration française par rapport à l'immigration italienne, à l'immigration polonaise, à l'immigration allemande, même je pense à l'Amérique du Sud. Alors bien sûr, il y a des exemples, les Béarnais en Uruguay, les gens de la vallée des Alpes, Barcelonnette au Mexique, etc., etc. Mais enfin, en termes de flux généraux, si vous voulez, ou globaux, plutôt globaux, ça reste quand même très très inférieur. Et donc je pense que c'est une des questions, et c'est très intéressant parce qu'on ne parle quasiment jamais des Français qui émigrent. Or, il y a des Français qui émigrent. Il y a des Français qui émigrent aujourd'hui avec des profils sociologiques très particuliers. Et ça m'amène à la première question. Quand on essaye de faire une sociologie de la diaspora française, de quoi se rend-on compte? D'abord qu'il y a une répartition géographique inégale. La plupart aujourd'hui, la majorité des Français de l'étranger ne sont pas en Afrique ou dans les pays du Moyen-Orient, ils sont dans les pays du Nord. Ils sont essentiellement dans les pays d'Europe du Nord et en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada. Les grandes villes aujourd'hui où vous avez des communautés françaises importantes, c'est New York, c'est Montréal, c'est Londres. 350 000 Français à Londres. On aurait pu penser d'ailleurs que beaucoup d'entre eux rentreraient après le Brexit, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Très peu sont rentrés. Genève, très grande communauté française aussi. Donc ça dit déjà quelque chose sur le profil sociologique. Alors qu'en est-il de ce profil sociologique ? Dans l'imaginaire, et ça se retrouve beaucoup dans les couvertures de presse, on a parfois tendance à assimiler le français de l'étranger simplement à l'exilé fiscal, hein, c'est-à-dire celui qui quitte la France pour payer moins d'impôts. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a effectivement des pays qui sont propices à cette émigration fiscale. Je pense bien sûr à la Belgique, je pense à la Grande-Bretagne, aujourd'hui au Portugal, puisqu'il y a des arrangements possibles sur les déclarations notamment de ses revenus, mais surtout de son patrimoine. Mais c'est moins d'1% des Français qui vivent à l'étranger. Donc c'est vraiment un chiffre tout à fait confidentiel. Et c'est pas là où sont les grands flux. Alors, les grands flux, c'est quoi ? D'abord, il y a les expatriés stricto sensu, c'est-à-dire sont des personnes qui passent 3 ou 4 ans à l'étranger, souvent avec des conditions privilégiées parce qu'ils ont des salaires bonifiés, ils ont des aides qui permettent de payer les écoles internationales de leurs enfants, et on les retrouve dans le privé ou dans les métiers de la fonction publique, en particulier la diplomatie. Mais cette partie de l'émigration française est en diminution nette depuis maintenant 20 ans, en particulier pour ce qui est des entreprises, parce que ça coûte extrêmement cher d'envoyer des expatriés à l'étranger. Donc les directions des ressources humaines et les directions financières préfèrent aujourd'hui travailler avec des personnels locaux, quitte à les former ou à leur apporter un complément de formation. Donc les expatriés, qui sont souvent des gens qui n'entrent pas tellement dans l'intimité du pays dans lequel ils se trouvent, qui parfois ne font pas l'apprentissage de la langue, aujourd'hui sont en nette diminution. La catégorie finalement qui est la plus nombreuse
Et là, vous retrouvez ce que je vous ai dit sur l'hémisphère nord qui était dominant. Et c'est un groupe en hausse. Ce sont des Français qualifiés qui décident de partir à l'étranger pour s'y installer de façon permanente. Très souvent, ils travaillent avec des contrats locaux où ils sont entrepreneurs et ils décident, après des études souvent d'ailleurs assez longues, bac+5, de faire leur vie au Canada ou de faire leur vie en Grande-Bretagne. Quand je dis bac+5, je dois dire aussi que c'est parfois des gens qui ont moins de diplômes, mais qui ont un métier qualifié et qui répondent aux appels de pays qui ont une émigration choisie. Et là, je pense en particulier au Canada, et plus particulièrement à la province du Québec, qui est à la recherche de personnes qualifiées francophones. Voilà. Et alors, ces personnes, finalement, elles s'installent et parfois elles font des grandes réussites, hein, elles réussissent très très bien dans la vie économique, mais finalement il y a peu de chances de les revoir en France, si ce n'est pour les vacances, où très souvent on garde un lien, une maison de vacances, mais dans le fond c'est ça la grande tendance. La grande tendance, c'est ces ingénieurs, ces médecins, ces diplômés des grandes écoles qui décident finalement de mener leur vie professionnelle en dehors du territoire national, et ils acquièrent souvent leur logement. Londres, c'est typique, et c'est la raison pour laquelle aussi vous avez eu peu de retours de la part de cette communauté française de Londres, tout simplement parce que ce sont des gens bien installés, bien rémunérés, propriétaires de leur logement, et qui sont maintenant fixés à Londres de façon définitive. Le troisième groupe, ce sont les étudiants. Hein. Les étudiants qui... on a quand même en France de très bons chiffres pour ce qui est des étudiants partant à l'étranger. Mais alors là, le phénomène aussi est intéressant parce que on n'a pas simplement des étudiants qui partent un an en échange, voire moins longtemps. On a des étudiants maintenant qui, après le baccalauréat, ne font plus d'études en France et partent directement s'inscrire dans une université étrangère, notamment des universités de langue anglaise. L'exemple vraiment très intéressant, c'est l'université McGill à Montréal, où vous avez une communauté d'étudiants français extrêmement importante. Donc ça veut dire que les parents acceptent que leurs enfants partent directement et ne fassent plus d'études en France. Bien sûr, ça concerne des catégories sociales très particulières de la société française. Ça concerne les classes moyennes supérieures et supérieures. Voilà, mais c'est un phénomène intéressant. Et puis il y a d'autres phénomènes que nous ignorons, ou plus exactement, on n'en connaît que certaines facettes. Par exemple, dans les études de médecine, vous savez qu'en France, alors il n'y a plus le numerus clausus, mais il y a quand même, parce que le numerus clausus s'était fixé au niveau national par le ministère de la Santé, mais maintenant il y a des limites qui sont fixées par chaque doyen des facultés de médecine. Donc il y a un nombre limité d'étudiants qui passeront de la première à la deuxième année. Hein. La grande difficulté des études de médecine ou des études médicales, puisque la première année est commune à pas mal d'études médicales, enfin l'ensemble des études médicales maintenant, puis on choisit en deuxième année sa voie, soit on fait la voie de chirurgien dentiste, sage-femme, etc. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger pour faire leurs études de médecine après le baccalauréat. Où partent-ils? En Belgique, ça c'est très connu, hein, mais pas seulement. Ils partent en Roumanie. Moi je me suis rendu compte en travaillant en Roumanie qu'à l'université de Cluj-Napoca et à l'université de Iași, il y a des programmes de médecine en langue française. Et donc ces jeunes Français font 5 ans de médecine en Roumanie,
bénéficient ensuite de la reconnaissance des diplômes parce qu'on est dans l'Union européenne, et puis rentrent en France pour faire le concours de l'internat. Voilà. Mais ils ont eu leur formation essentiellement donc, en Roumanie. Et puis quatrième groupe, c'est un groupe, alors là, de jeunes Français peu qualifiés qui recherchent des petits boulots. Et là, le Brexit a eu un impact quand même parce que Londres était un vrai marché pour ces jeunes gens qui n'avaient pas forcément fait d'études mais qui voulaient trouver un travail très souvent faiblement rémunéré, d'autant plus qu'à Londres le prix du logement est excessif, mais en tout cas voulaient quand même avoir cette expérience différente, voulaient parfaire leur langue anglaise. Alors là, les nouvelles mesures sur l'immigration que le gouvernement conservateur a initié à l'époque de Boris Johnson a un peu changé la donne, mais on les retrouve quand même encore, et d'autres destinations comme Dublin, par exemple, sont devenues aussi des destinations de ces jeunes qui travaillent dans la restauration, dans les fast-foods, dans tout un tas d'activités. Et puis bien sûr, il y a, je termine par là, les binationaux qui font des allers-retours entre les deux pays. Alors là c'est vrai qu'on retrouve le Sud, on retrouve l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais on retrouve aussi d'autres pays, je pense à Israël en particulier, où il y a une grande communauté franco-israélienne, il y a même des villes qui sont des villes françaises en Israël. La ville de Natania, qui se trouve au nord de Tel Aviv, est une ville. C'est très touchant d'ailleurs, parce que vous voyez. C'est très touchant aussi parce que finalement, ce sont des Français très souvent dont les parents sont venus d'Afrique du Nord après les indépendances. Donc eux n'ont pas connu l'Afrique du Nord parce qu'ils sont trop jeunes, mais ils ont recréé finalement ce qu'ils considéraient être les conditions de vie dans leur imaginaire de leurs parents en Afrique du Nord. Voilà. Donc c'est assez touchant de voir que finalement il y a eu une transmission comme ça qui s'est faite sur les modes de vie, mais évidemment dans un autre territoire maintenant. Et puis bien sûr, quand on parle de binationaux, il faut penser aux Libanais. Les Libanais il y a beaucoup de Libanais qui ont la double nationalité et qui font des allers-retours entre les deux pays. Voilà. Donc vous voyez, quand on parle de Français de l'étranger, on a une diversité énorme. Et on n'a pas simplement des exilés fiscaux ou des gens qui ont très bien réussi. On a des gens qui sont dans la précarité aussi. Voilà, on a des gens qui bénéficient, j'en parlerai tout à l'heure, des aides sociales de l'État français parce que ils sont dans des situations qui sont des situations difficiles. Il y a parfois aussi dans l'émigration un côté aventureux où on n'a pas forcément pris toute la mesure de la difficulté de l'installation dans un pays, et puis on se retrouve sans ressources. Madagascar, c'est un endroit où les consulats de France font un travail social énorme, parce que vous avez beaucoup d'hommes en particulier, quinquagénaires, sexagénaires, qui font une rencontre sur Internet d'une future épouse malgache qui partent à Madagascar, qui vendent leurs petits biens immobiliers en France et vivent pendant quelque temps avec le capital de cette vente, et puis subitement se retrouvent sans rien. Et je peux vous dire que ce sont des phénomènes que l'on retrouve dans pas mal de pays. Vous retrouvez ce phénomène aussi au Vietnam, par exemple, à Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon.
Alors ça représente 2 millions à 2 millions à 2 millions 500 000 personnes, mais c'est une estimation, parce que dans le fond, on n'a pas d'outil qui permet véritablement de calculer. Le seul outil dont on dispose, c'est l'inscription au registre des Français de l'étranger. Mais c'est une inscription volontaire, c'est-à-dire ça n'est pas obligatoire, ça le fut jusqu'en 1961. Et il est évident qu'il y a un nombre de Français qui ne s'inscrivent pas au consulat, notamment dans les pays où on estime qu'il n'y a pas de risque particulier. Or, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'installation à Londres, l'installation à Genève, l'installation à Montréal, évidemment, si on souhaite voter aux élections, il y a un taux d'abstention très important parmi les Français de l'étranger, on s'inscrit. Mais si on estime que le pays vous garantit suffisamment de sécurité pour vos biens et pour vous-même, on ne le fait pas. Voilà. Donc on spécule, hein, on fait des estimations et si on prend simplement le registre de l'inscription des Français à l'étranger, on a 1 800 000 Français qui sont inscrits. Mais tout le monde sait que c'est beaucoup plus. Londres, je vous disais, 350 000 Français, mais il n'y a que 147 500 inscrits au consulat général de France à Londres. Voilà. Alors, deuxième point intéressant, c'est cette communauté française, ou cette diaspora française, pour rester fidèle à mon concept. Il y a peu de pays où elle a une représentation politique spécifique. Or, en France, ça existe. C'est-à-dire qu'en France, il y a une représentation parlementaire des Français de l'étranger. Il y a 12 sénateurs et 11 députés. Voilà. Autant vous dire qu'il s'agit d'un dispositif institutionnel qui est assez démesuré compte tenu de la population représentée, et qui est un héritage direct de l'époque coloniale. Alors, par le biais de cette représentation parlementaire, qu'est-ce qu'essaie de faire l'État d'origine, donc l'État français? Il cherche à maintenir le lien politique avec la diaspora. Et ça, c'est assez spécifique. Si vous prenez les pays de l'Union européenne, très peu ont des représentations parlementaires spécifiques. C'est le cas de la Croatie. Je me limite à l'Union européenne. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Italie et c'est le cas de la Roumanie aujourd'hui. Donc vous voyez, l'ensemble des pays du Nord, la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union, mais lorsqu'elle l'était, ou les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, etc., n'ont pas cette représentation politique. Et ça veut dire qu'on a une conception quand même assez extensive de la citoyenneté, puisque les Français peuvent voter à toutes les élections nationales, alors soit dans les consulats, soit par Internet. Ça, c'est intéressant, parce que c'est pas le cas en France, c'est pas le cas dans l'Hexagone. Donc il y a une avancée pour les Français de l'étranger qui n'existe pas pour le reste majoritaire de la population. Il y a une seule élection à laquelle le ministère de l'Intérieur a toujours souhaité que l'on ne passe pas à Internet, c'est l'élection présidentielle. Vous voyez bien pourquoi, c'est la peur de la cyberattaque qui aboutirait à une annulation complète de l'élection par le Conseil constitutionnel, alors que dans l'élection parlementaire, on annule simplement l'élection de la circonscription. Voilà. La participation électorale, elle est assez faible, souvent moins de 20%. Souvent d'ailleurs chez les émigrés de longue date qui se désintéressent progressivement de la vie politique française. Et si vous prenez maintenant l'impact sur l'élection en général,
on estime que le corps électoral français de l'étranger représente entre 7 à 8% du corps électoral total. Donc là aussi, vous voyez que 7 à 8%, ça peut jouer à la marge, mais ça ne fait pas l'élection. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des pays où les communautés de l'étranger peuvent faire l'élection. Je pense à la Roumanie en particulier. 2 fois, le président actuel, M. Iohannis, a été élu grâce aux voix que lui ont données massivement les Roumains de l'étranger qui traditionnellement ne votaient pas pour le parti disons néo-communiste PSD, hein, voilà, ou l'héritier du vieux parti communiste roumain. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que les partis politiques français se désintéressent de leur communauté à l'étranger, et notamment certains partis politiques plus que d'autres. Je m'explique. D'abord, dans un pays, mais c'est une tendance en Europe en général, où l'extrême droite a tendance à faire des scores qui sont de plus en plus importants, les Français de l'étranger votent très peu pour l'extrême droite. Très peu pour l'extrême droite. Vous avez quelques niches, voilà, quand vous faites le détail de façon qualitative un peu des votes par consulat. Par exemple, c'est assez intéressant, mais les franco-israéliens Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv, au premier tour de l'élection présidentielle dernière, ont voté massivement pour Éric Zemmour. Voilà. Et vous voyez pourquoi, malgré toutes les déclarations ambiguës de Zemmour sur Vichy et d'autres choses, il était perçu comme le candidat anti-arabe. Hein, voilà, donc ils ont voté massivement pour lui. Mais si vous prenez le global, l'extrême droite fait des scores très limités. En revanche, le parti Renaissance d'Emmanuel Macron fait des scores beaucoup plus importants chez les Français de l'étranger qu'en France. Et ça a été vrai encore lors de la dernière élection européenne de juin 2024, puisqu'en France, la liste Renaissance a fait 14%, elle a fait 25% chez les Français de l'étranger. Et là, vous retrouvez l'hémisphère nord, vous retrouvez cette population qualifiée aux États-Unis, au Canada, à Londres, etc., plutôt libérale, favorable à l'ouverture européenne, bref, cadran assez bien, urbaine, éduquée, n'ayant pas de problème économique, hein, ayant plutôt un capital économique et culturel élevé. Et là, ce sont des électeurs qui votent typiquement pour le parti Renaissance. Donc Renaissance fait bien attention au moment des élections, notamment d'élections présidentielles, d'être présent, d'organiser un meeting, etc., etc. Emmanuel Macron est allé, avant l'élection de 2017 et avant l'élection de 2022, il est allé deux fois à Londres. Et puis alors les autres partis qui sont en train aujourd'hui de faire des scores de plus en plus élevés, ce sont les partis de gauche, notamment LFI et le parti l'écologie des Verts, et eux font des très bons scores en Afrique subsaharienne, au Maghreb. Voilà. Et ça, c'est lié finalement à leur position aussi sur l'immigration. Hein, voilà, que l'on retrouve dans le vote des binationaux de ces pays.
Alors vous avez une vie politique française qui est finalement extraterritorialisée, c'est ça qui est intéressant, hein, avec des sections de partis politiques, des réunions, etc. Autant de choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Et puis vous avez des représentants aussi des Français de l'étranger, qui sont des élus consulaires. Il y en a 442, et les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui vont ensuite, eux, élire les sénateurs. Là, il y a des phénomènes clientélistes assez intéressants à étudier lorsqu'on est un politiste comme moi. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a la défense d'intérêts spécifiques ? Oui, c'est le cas, c'est le cas. Et parfois, il y a des ambiguïtés, même. Je parlais tout à l'heure du cas d'Israël. Bon, pendant assez longtemps, le député des Français de l'étranger en Israël était aussi quelqu'un de très proche de M. Netanyahou, et qui le faisait savoir, et donc qui avait tendance à faire une immixtion entre la politique israélienne et la politique française. Lorsque M. Mariani était député pour la Russie et la Chine, je crois que ce n'est pas un secret de dire que il était au sein du Parlement français aussi une voix assez proche des positions du Kremlin. Donc il y a ces phénomènes-là, et puis parfois il y a des phénomènes d'instrumentalisation par les États. Par exemple, on a vu ça pour l'élection du député des Français de l'étranger pour le Maghreb, pas cette fois-ci, mais la fois précédente. Il y a eu une vraie bataille autour de la question de quelle est la position des candidats sur le Front Polisario. Et évidemment, le Maroc soutenait un candidat, alors que l'Algérie soutenait un autre candidat, puisque c'est un enjeu, comme vous le savez, d'opposition dans la relation bilatérale entre l'Algérie et le Maroc, qui ne trouve jamais de solution. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que finalement, les députés et sénateurs, ils ont une clientèle politique, ils ont ces notables consulaires qui ont leur position dans les postes, et voilà, ils sont obligés de les soigner. C'est pour ça que je parlais de clientélisme, ce qui explique aussi qu'aucun sénateur ou aucun député ne va soutenir la réduction, par exemple, des aides ou de l'assistance sociale. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment pas une question gauche-droite. J'avais pensé comme hypothèse que finalement, peut-être que les députés et sénateurs de gauche étaient plus favorables à cette perpétuation de l'extraterritorialisation de l'État-providence. Or, pas du tout. Pas du tout. Vous avez vraiment là-dessus un consensus dès lors qu'il s'agit de l'attribution d'aides financières à la diaspora. Alors, j'en viens justement à ce sujet, qui est l'extraterritorialisation de l'État-providence. Ben là, c'est une vraie caractéristique française. C'est-à-dire, quand vous regardez les dispositifs d'aide consulaire dans d'autres pays, vous n'avez pas cette générosité qui est liée à la conception très universaliste de la citoyenneté. À partir du moment où vous avez la nationalité française, vous pouvez prétendre à un certain nombre de droits. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prétendre à ces droits sans être un résident fiscal en France. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'assistance sans payer vos impôts en France. Voilà.
Or là, ça pose quand même du point de vue de la théorie une question intéressante, parce que la citoyenneté était quand même liée aussi historiquement au paiement de l'impôt. Hein. Mais là, il y a une déconnexion. Et je m'explique. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères attribue environ 15 millions d'euros par an de politique sociale ou d'aide sociale diverses et variées, aide pour la précarité, aide pour enfants handicapés, etc. Et évidemment, ça concerne plus l'Europe du Sud. Il y a des critères sociaux, vous imaginez, mais ça concerne plus l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient que ça ne concerne l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. Mais c'est tout un système autour du consulat qui permet finalement d'attribuer des aides sociales qui parfois, dans certains pays, peuvent être importants, même si importants pour la vie quotidienne. Quand vous avez 400 € à Madagascar, je ne dis pas que vous vivez bien, mais ça vous permet quand même, disons, de surmonter pas mal de problèmes. Voilà. Il y a une activité de bienfaisance, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés de bienfaisance, etc., sur fonds privés, mais l'essentiel quand même des aides sont des aides d'État. Voilà. Alors vous me direz 15 millions par an, c'est pas énorme, mais en tout cas c'est là. Alors ce qui est plus important, c'est les bourses pour les élèves des lycées français. Là, c'est 115 millions par an, 115 millions d'euros. Voilà. Parce que les établissements français les établissements français à l'étranger n'ont pas été créés à l'origine pour recevoir des Français. Ils ont été créés pour recevoir les enfants des élites, souvent des pays en question. Quand on a créé au XIXe siècle, je vois mon ami turc ici, Cem Savas, le lycée Galatasaray à Istanbul, c'était pour recevoir les jeunes gens qui allaient être les élites de l'Empire ottoman. C'était cela. Quand on a créé le lycée de Pondichéry, c'était cela qu'on avait en tête également. Mais progressivement, avec le phénomène justement de l'émigration française, les lycées français sont devenus aussi des lycées pour les Français. Voilà. À tel point d'ailleurs qu'il y a des établissements où la proportion d'élèves français aujourd'hui est majoritaire par rapport aux élèves du pays en question. Et là, vous retrouvez mes villes d'Europe du Nord et États-Unis, Canada. Par exemple, si vous prenez le lycée Charles de Gaulle, le lycée Winston Churchill à Londres, il y a plusieurs établissements à Londres, 80% des élèves sont français. 80%. Voilà. 20% d'autres nationalités. Si vous prenez le lycée La Haye à Amsterdam, aux Pays-Bas, même chose. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que à l'origine, ces établissements, comme ils étaient conçus pour recevoir les enfants des pays, on n'appliquait pas le principe de la gratuité. C'était des établissements payants. Et c'est resté. Sauf que quand les Français sont devenus majoritaires, ou quand les Français ont commencé à y mettre de plus en plus leurs enfants, évidemment, ils ont introduit la question de l'égalité par rapport au reste du pays. Et donc, pourquoi nous payerions pour les études de nos enfants à Londres ou à Buenos Aires, alors qu'on ne payerait pas à Paris ou à Lyon? Voilà, si on est dans le système public. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit ce système de bourse. C'est 100 millions
chaque année qui va donc aux enfants français. Alors il y a des cotations, hein, ça va de 10% à 100% en fonction des revenus. Évidemment, tout le travail, la difficulté du travail consulaire consiste à évaluer parfois les revenus, parce qu'il y a dans certains pays, c'est très compliqué d'évaluer véritablement les revenus des gens et d'avoir des éléments objectifs qui permettent de savoir quel est le niveau de vie réel de la famille. Donc il y a des visites consulaires, etc. On essaie, et puis on s'appuie justement sur, là il y a une utilité sur les conseillers consulaires qui connaissent leurs concitoyens pour essayer d'accorder ou pas cette aide aux enfants. Voilà. Alors, on avait même introduit pendant quelques années, à l'époque de M. Sarkozy, une gratuité complète pour les grandes classes, notamment pour les classes de terminale, les classes de première, mais ça a fait un tel trou dans les budgets des établissements et de l'agence qui soutient tout ça derrière, qui s'appelle l'AEFE, l'Agence de l'enseignement pour le français et l'étranger, que le président suivant, M. Hollande, a réintroduit les frais de scolarité. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie projection de l'État-providence et qui s'explique bien sûr par la culture distributive de l'État en France. Voilà. Pour ça, quand on me dit, je lis parfois des travaux, d'ailleurs souvent ces travaux ne prennent pas le cas français, où les diplomaties consulaires deviendraient de plus en plus néolibérales et transformeraient le citoyen en client parce qu'on lui ferait payer de plus en plus de choses dans les consulats, etc. C'est vrai que c'est une tendance qui existe dans pas mal de pays, mais je peux vous dire qu'en France, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je veux dire, on est loin d'une néolibéralisation de notre politique consulaire. Voilà. Et c'est ce que les diplomates savent faire. Ça, ils savent faire. C'est-à-dire, ils savent gérer tous ces instruments, ils connaissent les procédures, ils passent énormément de temps, les consuls, à faire ça. Beaucoup. Et c'est ça aussi qui crée leur légitimité et qui rend finalement de plus en plus d'ailleurs le métier consulaire attractif, parce que pendant fort longtemps, notamment pour les diplomates de haut niveau, le consulaire c'était considéré comme un peu le truc de deuxième zone, hein, c'est-à-dire voilà. Et c'est un peu en train de changer quand même. C'est aussi en train de changer parce que ça devient de plus en plus difficile d'être ambassadeur, voire d'être même numéro 2 d'une ambassade. Donc voilà, les métiers consulaires aujourd'hui ont beaucoup plus d'attractivité. Mais je suis persuadé aussi qu'il y a ce côté, comment dirais-je, du fait qu'on est dans une activité de service, qui peut être d'ailleurs aussi une activité difficile, parce que vous êtes confronté parfois à des situations dramatiques. Si vous devez rapatrier des corps, vous devez visiter des gens à l'hôpital qui ont eu un accident, des touristes qui ont été accidentés dans un bus. Il faut aussi une préparation psychologique pour essayer d'affronter des situations parfois très compliquées. Voilà. Donc, notre État, en France, a développé beaucoup de moyens pour protéger les Français de l'étranger. En revanche, je crois que lorsqu'il s'agit d'utiliser les Français pour essayer de faire de l'influence, là, il y a beaucoup plus de difficultés de la part de la France. Et on est loin des situations indiennes ou mexicaines
où on utilise les diasporas pour faire vraiment du travail politique. Kishan Rana, qui a été ambassadeur d'Inde dans plusieurs pays du monde, dont l'Allemagne, m'expliquait un jour que lorsqu'il était en Allemagne, par exemple, il utilisait les industriels, enfin les hommes d'affaires indiens pour essayer d'avoir accès au personnel politique. Et notamment, il était basé, lui, à Bonn à l'époque, parce que c'était avant Berlin. Il n'avait pas forcément de très très bons contacts avec le personnel politique bavarois, mais il savait que la Bavière, c'était important du point de vue économique. Il y avait des hommes d'affaires indiens qui étaient installés à Munich. Il les utilisait pour essayer d'entrer en contact avec le personnel politique de la région de Bavière. Mexicain, là c'est un phénomène très intéressant, assez étudié parce qu'il y a pas mal de publications aux États-Unis là-dessus. Il y a 50 consulats du Mexique sur le territoire américain. 50. C'est énorme. Et le travail que l'on demande aux consuls mexicains, c'est de garder une vue sur la diaspora de façon à pouvoir l'utiliser dans la vie politique américaine, c'est-à-dire pour faire pression sur le Congrès, mais aussi de ne pas la perdre de vue de façon à l'inciter à transférer des investissements vers le Mexique. C'est la question des fameuses rémittances, qui est un anglicisme d'ailleurs. Et lorsqu'on a eu la renégociation de l'accord États-Unis-Canada-Mexique de libre-échange, Trump était au pouvoir à l'époque et il était majoritairement, enfin il était très majoritairement opposé au renouvellement parce qu'il trouvait que c'était c'est pas dans l'intérêt des États-Unis de favoriser le libre-échange. Je peux vous dire que les consuls du Mexique ont mobilisé toutes les ressources possibles de la communauté mexicaine pour faire pression sur le Congrès, faire pression sur les représentants du département d'État, etc. Et au final, je ne dis pas que c'est ça qui a joué, mais en tout cas, l'accord a été renouvelé. Alors pourquoi est-ce que nos diplomates ont plus de mal ? Je pense que c'est parce qu'ils ont tendance finalement à vouloir incarner à eux seuls l'intérêt général de la France. Et c'est vrai que si vous voulez avoir une véritable diplomatie d'influence, et c'est une contradiction à mon avis, parce que avoir une diplomatie d'influence, c'est quelque chose qui est affiché sans arrêt par la diplomatie comme une priorité. Vous devez aussi sortir de la conception de l'État régalien pour aller vers le partenariat avec l'acteur privé. Voilà. Et donc vous devez accepter que les membres influents de la diaspora parfois deviennent des sortes d'ambassadeurs privés. Voilà. Et ça, je dois dire que la culture vraiment administrative, la culture de l'État français, qui est quand même une culture de l'État fort, sans aucun doute, rend ce type de pratique plus difficile. D'ailleurs, j'avais été très frappé, j'avais lu le rapport des États généraux de la diplomatie, qui est cet exercice qui avait été mené au sein du Quai d'Orsay après la réforme du métier de diplomate, vous savez, qui avait suscité beaucoup d'émoi parmi les diplomates. Donc Catherine Colonna avait eu comme feuille de route d'essayer d'organiser, elle l'a fait très bien d'ailleurs, d'organiser un dialogue au sein du ministère pour produire un rapport. Et dans ce rapport, on ne parle quasiment jamais des partenariats nécessaires avec la société civile. On parle de la façon d'améliorer les pratiques de l'État, les pratiques des diplomates,
mais rien sur les partenariats avec les acteurs non étatiques. Or là, si vous voulez avoir une vraie diplomatie d'influence avec votre diaspora, vous allez vers le non étatique, forcément. Hein. Et j'ai été aussi très très frappé de voir que dans la feuille de route sur l'influence qu'avait présenté le ministre des Affaires étrangères en 2022, qui était M. Le Drian à l'époque, pas un mot sur l'utilisation des diasporas. Et c'est très étonnant parce que vous avez des exercices équivalents qui sont menés dans tout un tas de pays, j'en ai lu plein, Mexique, Kenya, etc. Inde, on parle toujours de l'utilisation des diasporas, toujours. Là, rien du tout dans la feuille de route française en faveur pourtant d'une diplomatie de l'influence. Voilà. Et donc je pense que la culture encore très très régalienne de l'État est vraisemblablement la raison qu'il explique. Et ça veut dire que finalement quand on travaille sur la diplomatie, là je redeviens un peu chercheur, avec des préoccupations théoriques, on ne peut pas simplement mobiliser la littérature sur les relations internationales. On doit mobiliser aussi la littérature sur la sociologie de l'État. Hein. Je veux dire, le fait d'avoir certains comportements au sein de l'appareil d'État qui créent donc une culture étatique particulière, vous le retrouvez dans la façon de faire de la diplomatie, parce que nécessairement, il y a une projection. Voilà, et je pense que c'est là-dessus, puisque M. Verluise m'y invitait, que l'État en France doit essayer vraisemblablement de réfléchir et de s'améliorer, c'est-à-dire en gros, c'est comment passer d'une diplomatie consulaire à une véritable diplomatie de diaspora. Je vous remercie de votre attention.